Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Étienne, aujourd'hui, on reçoit François-Pierre Chevalier, qui a travaillé chez Bioca, qui en est devenu le PDG, co-PDG avec sa sœur Isabelle Chevalier. Pourquoi c'est intéressant de le recevoir? Bien, moi, j'aime ça parce qu'on a entendu Isabelle avec le côté dragonne, mais François-Pierre, c'est vraiment l'entrepreneur-repreneur d'entreprise. Donc, il a repris Bioca de son père, Claude, et c'est venu avec vraiment toute l'histoire, le bagage familial qui vient avec un vrai repreneur d'entreprise. Et il a passé 27 ans de sa vie là-dedans. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer d'amis, et j'ai collaboré en même temps, sans travailler avec les deux, avec Isabelle. Puis c'est vraiment deux styles de personnes complètement diamétralement opposés, mais il y a une vibe que je trouve qui est très sereine, très groundée, et l'histoire est absolument fascinante. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Donc, une entreprise familiale. Pas toujours facile. Qui a été vendue, en qui plus. A été vendue. Bon, ben restez avec nous parce qu'on le reçoit dans quelques instants. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des Dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi? Et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Marie-Philippe Simard, David Côté, Alex Menti, Carlo Coccaro. Et comme à chaque semaine, j'en retiens trois de mes jeunes PDG à mes côtés. Et cette semaine, avec moi, j'ai Marie-Claude Duquette, présidente du groupe Triton. Bonjour, Marie-Claude. Salut, Kat, je suis contente de te retrouver. Moi aussi. Noah Redler, président d'Arche Innovation, cofondateur de l'expérience Ville Intelligente. Bonjour, Noah. Bonjour, Catherine, tu me manquais. Et j'ai déjà retrouvé pour le premier épisode Étienne Crevier, qui est entrepreneur en série. Bonjour. Allô, c'est comme plein d'amour aujourd'hui. On s'ennuyait. Fin de l'été. Alors, je vous annonce tout de suite la thématique de notre CA, c'est-à-dire la semaine de 4 jours. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une semaine de 4 jours en entreprise? Est-ce que c'est réaliste et est-ce que c'est productif? Mais juste avant notre entrevue d'aujourd'hui, j'avais envie de prendre de vos nouvelles. Alors, parlez-moi de vos primeurs, de vos plugs et de vos potins. Qui commence? Bien, je vais y aller. Vas-y. Écoute, en fait, moi, je veux parler d'un post LinkedIn que François Lambert a fait qui, dans le cadre de la campagne électorale, dans le fond, il parle de siphonner les millionnaires pour créer de la richesse dans l'État, puis que beaucoup trop de partis politiques ont comme simple objectif de faire balancer le budget du Québec en ayant cherché plus dans les poches des millionnaires. Puis, dans son paragraphe, ultimement, qui est rempli de démagogie, là, je trouve ça un peu odieux. Il dit, il y a toujours bien des limites. Surtaxer les plus riches qui ont pris des risques pour créer de la richesse, ce n'est pas ça un projet de société mobilisateur. Je suis comme, hey, mon champion, pour vrai, c'est ça le contrat social. Moi, ce que je trouve c'est ce genre d'argumentaire-là, de dire j'en paye assez des impôts, j'ai payé des taxes, j'ai pris du risque. Honnêtement, ça ne tient pas la route parce que je suis à l'aise de le dire, je fais 7 fois plus d'argent par année que le salaire moyen du Québec. Moi, Étienne Crevier. Mais mes dépenses ne sont pas... Non, c'est la sortie seule. Oui, je m'excuse. Mais non, mais je suis super transparent. Je le dis, je fais 7 fois plus que le salaire moyen, mais mes dépenses ne sont pas 7 fois plus élevées que quelqu'un d'autre. Je vais être 2 à 3 fois plus élevées peut-être. Mais j'ai beaucoup plus de free cash flow pour investir, pour faire tourner la roue. Et donc, j'ai le devoir de redonner. J'ai le devoir d'en donner plus. As-tu pensé acheter un bateau ou quelque chose? Oui, c'est ça. Après le chalet, 3 autos, non, je fais des blagues. Mais tu as une conscience sociale que peut-être des entrepreneurs ou des gens qui sont mieux nantis n'ont pas. Mais je trouve ça dommage. C'est ça mon point, c'est que quand je vois des posts comme celui de François Lambert, puis je trouve ça cool que Urbania l'ait repris, on le voit avec ses mains tendues avec des billets de 5 $ puis des scènes en disant « Tiens, prenez mon argent, moi, pauvre millionnaire ». Je suis comme, c'est vraiment dommage parce que ça ternit beaucoup le contrat social d'être entrepreneur et on a ce devoir-là d'en redonner plus. Puis moi, je suis content aujourd'hui de dire que ça passe par les fondations. Puis là, je viens de joindre le CA de la Fondation québécoise du cancer du sein. Puis je garde aussi le CA de la Fondation de la santé mentale Relief.
Puis, je compte redonner beaucoup plus. Moi, je me mets l'objectif de 20 % de mon salaire par année à redonner. Bravo. Merci. Marc-Claude? Moi, ça va être une forme d'anecdote de voyage. J'aime ça. Je reviens de vacances, mes premières vraies vacances depuis 1 an. C'est trop long. Ça devrait pas être légal de faire ça. Attends, ça fait 1 an que tu n'as pas pris de vacances? Ça faisait 1 an, j'avais pas. Ouais, fait que tu sais, les tas que tu m'as vus au mois de juin, là, ben, c'était ça, là. Comme à deux zombies, mettons, c'est ça, OK. Fait que j'étais allée surfer. Mes voyages de présélection. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de liens à faire entre la business puis le surf. C'est fou, là. Comme je pourrais faire des Surfer le vague. Attendre la Surf the vague. wave. Passer la vague. Il y en a plein. Mais t'étais où? J'étais au Nicaragua, Okay, dans nice. un surf camp. Puis je regarde ça, puis je suis assise sur la plage, puis je dis, aïe, c'est gros. Là. Puis tu sais, t'as la boule dans le ventre, là, puis tu dis, je pense pas que je peux y aller. Puis je me dis, non, je suis capable de lire, là. Je vois le courant, je vois les sets, go, j'y vais, tu sais. Puis là, je me rends, puis j'arrive là-bas, puis je suis comme, oh my God, dans quoi je me suis embarquée. Puis le lien, si je veux faire, c'est que avant de me rendre là-bas, j'avais la petite voix à l'intérieur qui dit non, t'es pas capable, non, c'est trop gros, non, t'es pas capable. Puis, tu sais, des fois, je trouve qu'en affaires, puis je vais faire un lien beaucoup avec les femmes parce que là, je le voyais là-bas. J'étais une des seules filles dans l'eau, puis t'as souvent cette petite part-là qui te dit ah, non, c'est pas pour moi, non, j'ai pas tout ce qu'il faut pour me rendre là. Puis finalement, c'est juste vas-y, puis il y a quelqu'un qui t'attend là-bas, puis cette personne-là va t'aider. Puis ça a donné, moi, en plus, j'ai surfé avec des athlètes olympiques qui étaient là avec moi dans l'eau puis qui m'ont aidé. Puis plus que jamais, je me suis dépassée dans ce voyage-là à être une meilleure surfeuse. Mais je me suis donné le droit d'aller, même si c'était plus haut que ce que je pensais être capable de faire comme type de vague. Puis je suis allée, puis je pense qu'il y a comme un lien, le fun avec la business. Fait que c'était mon PPP. Good job! J'aime ça! Noah? Bon, moi aussi, je vais parler d'un voyage, mais c'était plus pour le travail, pas pour juste faire du surf. C'est ça ton truc, c'est que tu prends jamais de vacances parce que tu es toujours en voyage pour la business. J'étais en vacances la semaine dernière OK, en Costa Rica. Arrête, Étienne. Mais non, j'étais en Californie, dans les Redwoods, et j'assistais à une conférence qui s'appelait D-Web Camp. Et ça faisait quelques années depuis ma dernière séjour en Californie et j'avais complètement oublié, après plusieurs années de pandémie, de ne pas avoir voyagé, d'être pris un peu dans le boule de l'écosystème de l'innovation et des startups du Québec, qu'on fait tout ça ici à très petite échelle. Là, on parle des deals de quelques millions de dollars, des grands deals de 20 millions, 50 millions de dollars. Là, je suis parmi des gens qui travaillent sur des projets avec Disney, je travaille avec des projets avec IBM, Microsoft, Lucasfilms. Ah oui, je fais un projet pilote à 25 millions de dollars. Je vais réaliser mon 3e rang, 170 millions de dollars. Oui, ça m'a pris 6 semaines. C'est like, mange la marde. Ils jouent pas avec les mêmes règles. Hein? Non, C'est pas comme... du tout. Et c'est vraiment juste un autre environnement. Et t'arrives, c'est like, oh oui, on travaille sur des petits projets pilotes ici au Québec. C'est like, ah ouais, c'est cute, mon gars. Alors, avec ton screening. Ben oui, c'est ça. Alors, je reviens à Montréal et j'ai plein d'idées, mais j'ai un peu d'envie d'avoir accès à tous ces ressources un peu. Alors... Mais c'est ça la question. Tu veux-tu être un big fish in a small pond, donc un gros poisson dans un petit bocal ou un petit poisson dans un gros bocal? Moi, je veux être un oiseau. L'aigle qui mange le poisson. Bien, merci beaucoup, Noah. Alors, on s'arrête un instant et au retour, une entrevue avec François-Pierre Chevalier. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'audace du Cégep de Saint-Jérôme, un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires, passer de rêveur à entrepreneur. Visitez qgda.ca. François-Pierre Chevalier est un homme d'affaires depuis son adolescence. Il a grandi dans l'entreprise familiale Bioca, fondée par son père, Claude Chevalier. Il occupe le poste de vice-président jusqu'à ce que son père lui cède le flambeau en 2011, où il se retrouve à co-diriger l'entreprise en compagnie de sa sœur, Isabelle Chevalier, qu'on a connue via l'émission Les Dragons. En 2020, Bioca est vendu à Kerry, une entreprise américaine, et une fois la vente finalisée, il devient président de Dynamark Management. Bonjour François-Pierre Chevalier. Salut. On va parler évidemment aujourd'hui de l'expérience Bioca. Est-ce que Bioca, c'est un success story quand on pense au Québec Inc.? Absolument. Absolument. Je pense que c'est un entrepreneur québécois qui avait une vision tellement grande qu'il
qui a absorbé toute sa famille dedans. Là, tu parles de ton père? Ouais, je parle de mon père. OK. Et On va puis- nommer Claude Chevalier. Oui, Claude Chevalier, qui était un ancien PDG du Bureau laitier du Canada. On parlait justement dans d'autres émissions qu'il y a du monde qui part des business à 53 ans, mais lui, c'est à 50 ans qu'il a parti une biotech sur les probiotiques au début des années 90. Fait qu'il fallait vraiment y croire. Il était, mon Dieu, probablement un uluberlu dans les années 90 de pousser cette idée-là. Toi, tu étais au secondaire à l'époque. T'as-tu dit, papa, Calice, qu'est-ce que tu fais? Ou... Ouais, solide. À la base, il faut comprendre que moi, quand je suis né, mon père était président du bureau laitier. Fait que, c'est comme, ça a toujours été le big shot. C'était genre, l'imminence grise. Qui était, my God, c'était les sponsors des Olympiques à Calgary, les tours de cyclistes à Greg Lemon. Fait que j'ai toujours été un peu dans moi, je le voyais comme le plus gros... En admiration. En admiration, mais c'était comme un big shot. Fait que quand il a comme arrêté cette job-là, c'était... OK, ben qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, il me montre le petit pot, tu sais, puis là, j'y goûte. C'est un lait fermenté qui coûte vraiment là, comme pas la fraise. J'adore ça. Moi, manger du bioca, je dois dire que je suis peut-être une des rares, mais quand même. Mais à la base, tu prends-tu l'original? J'ai pris l'original, puis j'ai pris avec des saveurs aussi. Oh my God. Ben, moi aussi, j'adore l'original, mais la première fois que tu y goûtes, puis tu as comme 14 ans, il fallait que je mette du sirop d'érable dedans. Je suis curieuse de savoir, tu regardais ton père, est-ce que tu sentais que tu avais la fibre d'entrepreneur que lui avait? Ben, en tout cas, dans mon livre à moi, un entrepreneur, souvent, il y a eu des claques à la gueule, puis genre, sa vie était tough, puis il y avait à quoi de dur. Fait que lui, il partait de rien. Fait qu'il y avait comme plusieurs strikes, tu sais. Fait qu'il a vraiment bâti son truc. Mais oui, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Puis, est-ce que... Je sais pas, pour moi, c'est comme... Est-ce que tu l'as eu facile? Ben moi, je pense que je l'ai eu facile. OK. Tu sais, des écoles privées, des camps d'été. Fait que oui, je pense que je l'ai eu facile, mais ça n'a pas été facile une fois dans le business. Parce que travailler pour son père, mettons que tu te considères chanceux, mais plusieurs fois, il te traite différemment. Marie-Claude? Tu sais, comme là, t'es arrivé tantôt, je te regarde, t'as vraiment le look surfer, chiller. T'es allé en Californie comme quand t'avais comme 20 ans. Ouais. C'était une façon, justement, de dire, ben, je vais aller en Californie, je vais m'éloigner de mon père, je vais partir ma petite chose là-bas, dans mon vibe à moi. Tu sais, c'est quoi qui t'a emmené à aller là-bas? Ben, moi, je suis parti de Brébeuf 98, puis j'ai commencé à travailler temps plein. Fait que c'était vraiment... qui veut aller en Californie, tu sais, toutes dépenses payées. Moi. Ça faisait combien de temps que tu travaillais pour l'entreprise à l'époque? 2 ans. 2 ans, OK. 2 ans. Mais tu sais, l'entreprise, à ce moment-là, c'était tout petit. Là. On parlait de même pas 10 employés. On faisait affaire. On shippait. Littéralement, là, j'allais au Walmart chercher des ice packs puis des petites glacières, là, puis on shippait directement aux gens à Beverly Hills de Montréal. Ça coûtait quasiment aussi cher, là, le shipping fee, que le produit. Là, fait que c'est ça. Pour moi, c'était... Je ne pouvais pas rien faire de mal. Là. C'est comme, tu pars avec ta valise, puis tu vas évangéliser, carrément. Fait que oui, pour répondre à ta question, pour moi, c'était comme une porte de sortie pour trouver ma voie, puis me retrouver tout seul dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, pas d'amis. J'allais pas dans un bureau, dans une école. J'étais vraiment tout seul. Fait que ça a été une période vraiment... Puis là, tu sais, t'es revenu, là, t'as repris dans le fond à ce moment-là aussi l'entreprise avec ta sœur. Ça, c'est un peu plus tard. Ça, c'est comme 2010-2011. Moi, je suis revenu en 2003. Puis ça a été comment, ça, revenir de même? Je me suis fait briser le cœur par un Espagnol. C'est les pires, ça. Ouais, fait que je suis sauté dans mon char puis j'ai conduit en écoutant du Radiohead dans le tape pendant 3-4 jours. Fait que j'avais vraiment le goût de revenir. Fait que ça a fait du bien. J'avais bouclé la boucle, là, dans le fond. Ouais, vraiment. J'avais fait ce que j'avais besoin de faire. Mais ça fait que c'est pas une décision d'affaires, c'est une décision de cœur. Toujours. Toujours? OK, est-ce que le cœur dirige bien une entreprise? Ben, moi, je pense que oui. OK. Moi, je pense que oui. Puis, pour moi, le cœur, c'est les individus, c'est les relations. C'est le gut feeling. C'est le gut feeling. Le gut feeling. Probiotique. Non, oui, bravo. Mais ouais, moi, je pense que sans cœur, je sais pas, il n'y a pas d'âme. Puis s'il n'y a pas d'âme, ben... Donc, tu reviens. C'est cool quelques années. En fait, tu te retrouves à être vice-président de l'entreprise. Ta sœur fait partie de l'entreprise. Ta mère aussi fait partie de la business. Les 2 beaux-frères.
Les deux en plus. La cousine. Fait que c'est ce qu'on appelle une entreprise familiale. Oh, c'était oui. Et quand tu dis que tu l'as eu à la dure, Ouais. comment ça s'est géré tout ça, le fait de travailler en famille? Parce que, tu sais, il y en a pour qui ça s'est bien passé. On a reçu Danielle Henkel où elle dit, bon, tu sais, moi, avec mes enfants, ça s'est bien passé. Vous autres, ça s'est passé comment? Puis d'ailleurs, ce qui m'avait touché, Daniel, quand elle dit, ben moi, j'ai légué mon entreprise à mes enfants, nous, ça a toujours été un peu ça, la leitmotiv, tu sais. Où est-ce que tu dis, on va le toffer. Mon père, aujourd'hui, a 80 ans. Fait il est resté au pouvoir tout le long jusqu'à la fin. Fait que ça a accroché où? Ça a accroché, je pense, au niveau de la façon de faire. Tu sais, un homme qui a 75 ans, puis qui a été PDG du bureau laitier, puis c'est son entreprise, son argent. Il n'y a pas d'autres investisseurs externes. C'est lui qui décide, tu sais. Puis les deux enfants qui arrivent en arrière, puis moi et ma soeur, on a été best buddies toute notre vie. Fait que là, tu essaies de comme pousser ça, puis à un moment donné, tu te dis, ben, c'est quand qu'on va avoir le plein contrôle sur l'entreprise, puis ça n'arrive pas. Puis à un moment donné, tu réalises que le père, il veut comme la pleine valeur de l'entreprise, il veut pas juste la léguer. Fait que là, ça a été un peu difficile, ça, puis même crève-cœur. Puis même, moi, à un moment donné, je suis parti. Moi, en 2019, j'ai dit, bon, Pops, moi... un peu Juste avant la pandémie? Juste avant la pandémie, moi, je m'en vais, je prends un an de sabbatique. Puis je reviens en tant que propriétaire. Ou, ben, je m'en vais. Puis ça a comme fait un branle-bas de combat. Puis c'est là qu'on a parti un processus. Pour vendre, dans le Pour fond. vendre, oui. À Kerry. Ouais. Ben, finalement, ça a été vendu à Kerry en 2020. Ouais, novembre 2020. Novembre 2020. Ouais. Puis comment ça s'est passé, ça, au final? Le processus, bien, mais c'est my God, c'est voir 27 ans de ta vie. Moi, j'ai mon vice-président aux ventes aux États-Unis. Ça a été mon mentor. On a travaillé ensemble 27 ans. Tu sais, sur 200 employés, tu en as peut-être 8 qui le savent que tu vends. Puis après ça, on est en pleine pandémie. On ne pouvait pas faire de gathering. J'ai dit au revoir à tout ce monde-là à travers une caméra. Là, Un Zoom? Un Zoom. Fait que ça, c'était... C'est tough. Wow, C'était ça doit être vraiment tough. difficile. Ça, c'était l'affaire la plus hardcore. Puis après ça, Monsieur Bioka, tu fais C'est quoi? l'identité, T'es qui? c'est ça. Tu sais, c'est ça. Moi, avant, c'était veston-cravate. Ouais. Fait que c'est là que tu réalises que, ben, quand tu as l'opportunité de te réinventer, ben, j'ai pris un coach. Puis pendant un an, tu sais, c'est comme casser la coquille, puis juste redéfinir, dans le fond, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que je veux faire, passer plus de temps avec mes enfants, puis voyager, faire l'amour à ma femme un mardi après-midi à 2h. Pas stressé. Pas stressé. Dieu Oui. sait que le stress, c'était la libido en plus. Ah oui, quand j'ai vendu, là, c'était pincé qui est lourd. Mais aimerais-tu commencer une entreprise avec tes enfants un jour? Penses-tu à peut-être relancer cette aventure familiale? C'est un rêve. C'est clair que... Fait que moi, on dirait que je me la coule douce parce que je me dis, ben, si mon père a parti son entreprise à 50, moi, j'ai encore 7 ans à chiller. Parti en tournée avec Pearl Jam. Mais la réalité, c'est que oui. Moi, je pense qu'il y a cette fibre-là. Mais je pense que ça va être plus en support pour mes enfants. Je sens qu'ils ont cette fibre-là. Moi, je regarde Anaïs qui a 16 ans, puis elle commence à vendre des ongles toutes faites. Tu sais, ils ont cette fibre-là. Là, tu sais, c'est vraiment spécial. Puis même qu'elle voulait absolument travailler cet été versus aller en voyage ou aller dans un camp. Fait que je pense que c'est quelque chose qui va se passer. Puis je pense que ça va être beaucoup plus en support. Puis on a parlé justement avec Étienne. On dirait que le heavy lifting, peut-être en tant qu'investisseur dans une business ou faire ça en équipe, mais repartir tout seul, un peu comme mon père l'a fait. Ouais, exact. C'est un peu intense. Avec le recul, tu sais, quand tu regardes tout ce qui s'est passé autour de Bioka, bon, les difficultés familiales, le fait que ton père décide de vendre, est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Et avec du recul, est-ce que ça te manque? Est-ce que tu aimerais ça revenir en arrière et que ça se passe pas? Ouais. Fait que mettons qu'on serait juste entre nous autres. Là. Ouais. Ce qui est dans le studio reste dans le studio. mais pour moi, tu sais, on a fait une décision de famille, puis on a dit, ben, on veut garder l'harmonie familiale versus, tu sais, comme décider qui va avoir raison. Puis, somme toute, je pense que c'était la bonne décision, mais, tu sais, l'harmonie familiale, c'est pas une business qui te donne ça, tu sais. Fait que la réalité, c'est que ben, on était une famille en affaires, on était un moteur économique pour le Québec.
Et puis ça, ça, on l'a perdu. Ouais. Fait que là, on a de l'argent, on le place, mais on le voit, là, on est à la merci des marchés boursiers. Fait que ça, pour moi, je pensais pas qu'on allait vraiment se rendre là. J'étais comme, OK, fine, on s'entend pas, faisons le processus, mais je pensais pas qu'on allait arriver avec les 2 téléphones des avocats de chaque bord, puis la transaction est faite, puis t'es comme, asti, j'ai plus de business. T'as-tu encore une famille, par contre? Oui, on a encore une famille, puis d'ailleurs, il y a 2 semaines, mon père a calé un rassemblement des chevaliers. On était 120 à Cabane à Sucre. Oh shit! 8 branches, dont 7 que j'avais jamais vues de ma vie. Fait que la famille est en santé. Il va mieux que jamais, mais je te dirais que ça a pris un petit bout. T'sais, on a vendu là, les 2 dernières années, mettons qu'on avait besoin de faire nos affaires. Puis, tu sais quoi? Aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose. Fait que... Là, ta sœur est à Paris, fait que c'est encore... Exact. Puis je suis vraiment fier d'elle. Tu sais, avec les Dragons, puis même qu'elle se fasse appeler à Paris pour nous représenter Dragon Québec. En tout cas, je suis vraiment fier d'elle, mais je pense qu'on avait tous besoin de ça. Même ma femme, son mari, tu sais, on avait comme besoin d'atterrir. Il y avait comme cette espèce de tension qu'on voulait réussir à tout prix, mais en même temps, tu sais, des fois, tu as besoin d'aller chercher de l'aide externe. C'est pas facile. Des psychologues, des fois, pour des couples, mais dans la famille, il faut le faire aussi. Puis on a essayé plusieurs fois, puis on n'est pas arrivé à dénouer, dans le fond, cette impasse-là. Marc-Claude, c'est drôle parce que toi, tu sais, l'entreprise que tu diriges, c'est une entreprise familiale. Ta mère était là. Est-ce que tu te reconnais dans cette histoire-là? Est-ce que tu vois des similitudes? Ben oui, tout à fait. Tu sais, comme toi, moi, c'était... Tu sais, je veux dire, j'ai payé ma mère. Moi, j'ai remboursé, j'ai acheté l'entreprise. C'est une plus petite entreprise. Mais tu sais, je sais ce sentiment-là. Puis, tu sais, tantôt, on jasait en préparation. Puis j'étais comme... Tu sais, moi, le plus laid de moi, là, c'est ma mère qui l'a vu. C'est ma mère qui l'a fait sortir de moi. Tu sais. Puis aujourd'hui, on a cette relation-là qu'aujourd'hui, on se parle. Mais que ça... Il y a toute cette historique-là en arrière que j'imagine que toi, quand tu te retrouves à ta cabane à sucre avec ta famille... Il y a ça en arrière quand même qui est là. Parce ça que reste nos plus vieux témoins de vie. C'est fou, ouais. Fait qu'ils savent, c'est-tu le bouton, man? Lequel peser, là. Chier. La chicane pourrait repartir, là, en pesant sur les bons pitons, non? Moi, je pense que j'ai maturé beaucoup. Je pense que je suis assez serein dans tout ce qui s'est passé. Puis je pense qu'on est ailleurs complètement. Moi, je suis curieux de savoir parce qu'il y avait le modèle que vous avez adopté qui me fascine, puis j'y ai pensé souvent, d'avoir 2 coprésidents. C'est le modèle Research in Motion, BlackBerry aussi. Tout le monde les regardait un peu en disant, bon, c'est ça, 2 co-PDG, c'est atypique comme modèle. Ouais. Est-ce que tu as aimé ce modèle-là? Tu le recommanderais-tu? C'est quand est-ce que c'était bien, puis quand est-ce que c'était moins bien? Bonne question. Ça dépend. Mais pour revenir au fait que mon père ne voulait pas choisir, c'est ça. Lui a toujours été constant, tu comprends? Mais moi et Isa, on était extrêmement complémentaires dans bien des affaires. Ouais. Un gars, une fille. Elle est très méticuleuse. Là, moi, ma soeur, elle aurait fait une avocate écœurante. Puis moi, j'étais plus le gars happy-go-lucky, facile avec les clients, qui s'adapte, qui est rassembleur, le gars un peu plus profil RH, people people, tu sais. Fait que là-dessus, ensemble, quand tous les deux, on était engagés dans quelque chose, genre, tasse-toi, il n'y a aucune faille, tu sais. Mais c'est quand nous, on a commencé à être peut-être moins proches que là, lui, il a eu peur. Puis c'est là qu'il a dit, ben, man, si vous êtes pas tête, je peux pas vous la vendre, tu sais. Fait qu'il y a eu, c'est ça. Fait que la coprésidence, pour moi, j'y crois. Elle peut vraiment bien marcher. Mais il faut qu'il y ait des complémentarités. Tu peux pas avoir un power struggle puis le monde ils disent 2 micro-managers ensemble, ça va juste... Mais qui tranchait, tu sais, je veux dire, dans une situation où c'est tout... Mais c'est ça, il fait qu'il est tout le temps là. Même dans l'aspect opérationnel, les prises de décision quotidiennes. Nous, tu vois, en 2012, un party de Noël, littéralement, là, mon père s'est levé un matin, je sais pas ce qui est arrivé, puis il a dit, bon, vous êtes coprésident. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça sort? On s'est regardé, fait que, OK, go. Fait que ça a été annoncé, on est devenu coprésident, puis nous, tout de suite, le réflexe, c'était, OK, on se monte un comité exécutif, c'est fini, tu sais, chaque personne rentre dans son bureau, puis on prend les décisions là, puis la communication se passe pas.
Fait que ça pour nous, ça a été vraiment extraordinaire. Et puis, c'est là qu'on a pris un virage puis qu'on a impliqué toutes les fonctions de soutien de l'entreprise. Fait que, mais malgré ça, il fallait faire approuver les plans puis les budgets. Puis c'est là, des fois, que la personne qui l'a fondé des fois revenait, puis ça crée peut-être des conflits ou des frustrations plutôt. Elle était peut-être là, l'erreur. Peut-être que ça aurait été, je sais pas, peut-être judicieux de vous laisser co-diriger ensemble et vous auriez passé au travers de... Pour le procès verbal, François fait « oui » de la tête. Absolument, puis ça vient de là. Tu sais, il y a beaucoup de frustrations qui sont passées de là où est-ce que tu dis « Hey, tu sais, en affaires, il faut que tu essaies tes affaires. » Ouais. Puis il faut que tu aies le guts de te mettre la tête sur le bio puis d'y aller. T'sais. Mais quand tu viens pour que ce soit une campagne, un produit, une façon de faire, un mode de gouvernance, si tu es toujours en train de te faire tirer à gauche, à droite, tu n'es pas capable de l'implanter, tu es toujours entre deux chaises. T'sais. Fait que, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis c'est ça que je trouvais difficile. C'est ton entreprise, mais ce n'est pas. Ouais. T'es président, mais c'est moi qui ai le dernier mot. Ce bout-là, c'est ça. Ça a été mon histoire. Il y a quand même beaucoup de jeunes en affaires qui sont en train de reprendre des relèves familiales en ce moment qui nous écoutent. Si tu avais un conseil à leur donner, ce serait quoi dans leur transition? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, essayez des affaires, puis entourez-vous de personnes en qui vous avez confiance. Moi, on a tellement une belle relève, il y a du monde extraordinaire, il y a plein de produits, des belles entreprises, puis ça peut vraiment bien se passer. Il y a tellement de ressources autour de vous. Puis là, bientôt, il y en a qui vont pouvoir t'appeler, que tu vas pouvoir financer leur entreprise à titre d'investisseur privé. Why not? mais moi, ça serait ça. Faites-vous confiance, puis allez chercher des ressources. Il y en a, là. Ça manque pas. T'es rentré, c'était 10 employés. Je suis rentré, c'était 3 employés. Mon père, ma mère, Marin Lavoie, puis François Luquet qui a légué le blueprint du produit. C'était littéralement... OK. C'était bébé. Là. J'avais 13 ans. Là. J'avais 13 ans avec une massue, la première caisse de Bioka shrink wrappée. C'était toi. C'est moi qui l'ai passé des heures dans un warehouse. Plus à l'arrache que ça, ça se fait pas. Ah oui, je me rappelle, même quand on faisait des livraisons aux États-Unis, on n'avait même pas de frigo. Fait que c'était comme la course contre la montre. On mettait le Bioka dans un Astro avec des ice packs, puis genre on flyait au Connecticut pour aller dropper ça pour Whole Foods. Moi, j'aime ça. Ton père a parti une business, puis il a dit ouais, ne m'inquiète pas, mon fils va figure it out. Mon fils va flyer en Astro. C'est ça. Il y avait cette espèce de relation synergique entre ma mère, mon père, mon beau-frère, ma sœur, Michel Sergent. Il y avait vraiment des gens au tout début qui croyaient qu'ils l'ont vu. Puis mon père, c'était comme cette espèce de dynamo de comme tout est possible. Ouais. Mais tu avais toute l'équipe qui making it happen. C'est ça. Fait que moi, c'est ça. On n'a juste jamais arrêté de pédaler. C'est malade. Puis dans tous les projets qui ont emmené la business, vous étiez plus que 200, 250? La réalité, c'est que full-time FTI, on avait peut-être 150, 160, mais on avait une pléthore de démos. C'est des ça. Personnes démos dans les magasins. Puis je pense qu'on avait quasiment 200 aux États-Unis. Fait que sur le payroll, il y avait beaucoup de monde, mais des full-time, là. Au labo, tu avais peut-être 80-90 personnes. Sur la route, peut-être une cinquantaine de reps. Puis on avait un bureau à Toronto, à Los Angeles. Mais il y a pas mal de monde que leur LinkedIn, c'était Bioka. C'est ça le point. Oui. Puis le projet qui t'a rendu le plus fier dans tout ce que vous avez bâti, si tu me dis le Bioka à la mangue, je pars à rire, pour vrai. Parce qu'il n'est pas tant bon. Ça dépend, parce qu'il y a du monde qui pourrait te tuer pour dire Mais moi, vraiment, c'est le crossover. Tu sais, Bioka, quand ça a commencé, mon père est drôle. Lui, c'est comme on perce, puis la plus petite barrière à l'entrée, c'est les magasins d'aliments naturels. Fait que c'était Rachel Berry en 94, plutôt en 96. Puis, mais avec le temps d'avoir fundé des études cliniques sur un supplément probiotique, puis d'être cette espèce de produit mini-wheat à la fois wellness puis à la fois pharma prescrit par des infectios pour prévenir le C difficile. C'est hot. J'étais comme, wow, OK. Puis, tu sais, de bridger le wellness avec le pharma, une petite biotech
québécoise, moi, en tout cas, il y avait une grande fierté là, d'avoir une crédibilité dans un produit, puis vraiment d'être capable de marteler ça sur toutes les tribunes. Dis, juste rebondir, parce que ça me fait extrêmement rire. Moi, je me rappelle, j'étais en 2016 à San Diego avec ton père. OK. Puis il engueulait le ministre Barrette, qui était ministre de la Santé, comme une petite bitch en le pointant du doigt. Ça prenait des couilles en béton pour faire ça. Là. Mais ça, tu vois, c'est ça. Il y a Claude Chevalier, c'est cette personne-là où est-ce qu'il disait ça n'a pas de bon sens de laisser tuer du monde. Puis on avait toutes les données cliniques, même à l'INES. Ouais. Tu sais, pourquoi ce produit-là n'est pas remboursé puis recommandé? Puis c'est là que tu voyais les tensions de Big Pharma qui est en arrière avec... Vous avez été aussi précurseur de la tendance aux probiotiques parce qu'on s'entend, comme tu expliquais, en tout cas, dans notre cas, on prenait ça quand tu prenais des antibiotiques, puis on disait, prends des probiotiques à la fin, ça te refait ta flore intestinale. Prends du Bioca. Ouais. Oui, bien, il y a C'est ça. fou, le là. nom est devenu, tu sais, Ouais. comme un peu comme un Kleenex, frigidaire et Kleenex Kleenex, pour les mouchoirs et les réfrigérateurs. Ça m'émeut. Mais aussi, c'est que c'est rendu partout. Tu sais, je veux dire, mon chien a de la bouffe avec des probiotiques dedans. Puis là, on a retrouvé cette tendance-là un peu partout comme étant gage de quelque chose de sain. Oui, tout à fait. Je pense que les probiotiques ou le kéfir des années 90, même 80, tu sais, le yogourt, puis le kéfir, puis les capsules de yogourt existaient avant Bioca. Mais en effet, d'amener cette espèce de connotation thérapeutique avec une haute dose fermentée dans le pot, il y avait quelque chose de révolutionnaire. Puis, en effet, je pense que Danone a aussi tiré son épingle du jeu là, en faisant, je pense qu'il dépensait des centaines de millions de dollars à faire des pubs avec Jamie Lee Curtis sur l'Activia. Fait que la vague des probiotiques, je pense que c'est les grandes yogourtières qui l'ont fait, mais nous, on a vraiment bénéficié de tout ça. Fait que nous autres, c'est bon, l'Activia, mais quand tu prends du Bioca, tu sais exactement ce que ça va faire. Puis il n'y a pas de sucre dedans, contrairement à. Il n'y a pas de sucre, à c'est du fermenté Activia. dans le pot. Il y avait toute une pléthore de valeurs Mais nutritives. si tu perdais le bouchon, tu sais, le petit cap en plastique, là. Mais il y en avait aux pharmacies dans un petit casseau. Ben ça, je le savais pas parce que tu disais, et qu'on est dans le trou, on est poigné avec le petit papier d'aluminium, puis là, on savait plus quoi faire avec ça. Mais tu sais, tu pouvais le prendre au complet. Aussi. Mais je Aussi. suis d'accord avec toi. Moi, c'est drôle parce que la petite anecdote, c'est que ma blonde, salut Elisabeth, ma blonde que j'ai rencontrée, elle me disait, savais-tu que le Bioca, genre, elle, c'est une mère monoparentale, puis il séparait un 6-pack de Bioca avec sa fille. Fait que quand elle m'a rencontré, elle était contente. Bioca gratis. Mais là, dans le fond, moi, j'ai toujours dit à ma blonde, justement, on essaie de concevoir, d'être parent aussi, quelques fausses couches. J'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais j'ai toujours fait la joke, si je partais une autre start-up en même temps qu'avoir un enfant, j'allais scraper un des deux. Fait que, c'est quoi être parent à 100% pour toi avec, justement, la fibre entrepreneur qui est derrière toi? Comment tu vis ça? Moi, je suis curieux. Tout d'abord, Raphaël, quand elle avait 1 an et demi, on s'est séparés, moi et sa mère. Fait que j'étais en garde partagée. Oh shit. Ben, pour moi, c'était parfait. Je pouvais être comme single pendant une semaine, puis papa. Fait que j'essayais d'organiser. Mais si tu posais la question à Raphaël, elle dit papa, t'étais tout le temps parti. fait qu'aujourd'hui, avec Édouard, c'est une des raisons, justement, depuis qu'il est né, il y a 3 ans, puis on est 24/24 avec lui, puis tu vois cette espèce de différence. T'sais, un parent, tu as juste besoin d'être là. Ouais. Lui, c'est tout ce qu'il veut. Fait qu'en effet, dans la trentaine, c'est quasiment impossible de dire oui, tu peux avoir des enfants puis pleinement jouir de la parentalité puis partir une start-up. Pour moi, un des choix, deux dans là, le couple c'est ça. doit pallier à ça, à moins d'avoir une nounou ou une mère ou une voisine ou tu sais, ça prend un système, dans le fond, pour supporter parce que la réalité, c'est que c'est du temps. Puis tu peux pas t'en sortir. Là. Noah? Alors, on dirait que à date, ta vie professionnelle a été un peu dessinée par des circonstances familiales. Si tu avais à revenir à un jeune homme de 18 ans qui était prêt à peut-être reprendre son éducation ou aller vers d'autres choses, aurais-tu choisi un autre plan de vie? Wow. La réponse, c'est sûrement. OK. Sûrement. J'ai appris que je suis beaucoup plus introverti puis artiste que je ne le prétends. Fait que
Ouais, j'aurais peut-être été un musicien ou un photographe ou un biologiste marin, genre. À date, les noms des bands que tu as mentionnés depuis le début de l'entrevue, Radiohead, Pearl Jam. J'arrive d'aller voir Pearl Jam Front Row. T'es dimanche? Oh, ouais, je les ai suivis pendant la tournée une couple de fois. Oh my T'étais God. dans quelle ville dimanche? New York. New York, OK. Ouais. Madison Square Garden. J'ai Hashtag. manqué le show d'Apollo juste la veille, mais... Ouais, puis on retourne à Saint-Louis samedi. Oh, nice. Mais tu t'ennuies pas, tu sais? Est-ce que tu cogites encore ce qui s'en vient? Non, j'ai comme... Ça m'a pris du temps, là, ça a pris quasiment 2 ans à me déprogrammer. Tu sais, on parlait de... De casser la coquille. Ouais, casser la coquille, mais c'est vraiment... C'est reprogrammer. Parce qu'avant, c'est comme, OK, ben, le lundi, il fait ça, puis il y a telle affaire, puis il y a des trade shows, puis c'était comme, non, c'est pas grave qu'on soit mercredi, tu sais. Puis même pendant longtemps, j'étais comme, non, je veux pas m'impliquer dans rien, je veux pas être sur un board, j'ai pas envie de faire telle affaire. C'est comme une indigestion, tu sais. T'as Ouais. un trop-plein que t'es comme, C'est de revoir 27 ans de ta vie, puis là, tu dis, on l'a fait en gang. Ouais. De repartir tout seul, pour moi, on dirait que la montagne était comme. Mais puis, as-tu tellement eu haute. un espace aussi de deuil? Ah, à tout ça? Absolument. Puis deuil, sentiment de l'imposteur. Tu dis, oh my God, j'ai 43 ans, je pourrais ne jamais travailler de ma vie. Tu dis, dans une société, pendant le COVID, puis du monde qui rush, puis qui perdent leur maison, puis leur emploi, tu dis, OK, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis après ça, tu réalises, wait a minute, tu es responsable de ta vie et de ton bonheur, une chose à la fois. Fait que je suis encore dans ce processus-là de réflexion, puis non, je m'ennuie pas. Même au contraire, je me trouve extrêmement chanceux pour récupérer puis prendre le temps de vivre ma vie. Fait que je suis très serein là-dedans. Bon, t'en souhaites une belle. Moi, je te trouve... je t'envie un peu. Une dose de jalousie, hein? C'est pour ça que je suis comme, fuck! Le gars, il a compris quelque chose. Hein? Je me dis, cette semaine, je suis née pour être en vacances. Je viens de trouver mon alter ego. Merci beaucoup, François-Pierre Ça fait plaisir. Chevalier. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et aujourd'hui, on veut savoir, bon, je vous mets en situation, si un vendeur vous a laissé 2 messages pour vous parler d'une occasion incroyable, je me demande quelles sont les chances que cette personne-là réussisse à obtenir votre attention, que vous retourniez l'appel. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous étiez à sa place, là, c'est quoi la meilleure façon? Moi, je rappelle jamais. On est d'accord. OK. Ben, je dois dire, moi, je suis vraiment un sucker. J'ai beaucoup de l'empathie pour ces gens parce que moi, j'ai déjà fait du télémarketing. C'était moi qui laissais un message après message, juste plaider aux gens de me rappeler. Alors, des fois, quand j'entends quelqu'un avec... une voix assez sympathique. Et je dis, OK, ben, cette personne va avoir du plaisir dans sa journée si je le rappelle, même si je n'allais jamais rien acheter. Juste de prendre le temps, j'aime faire ça pour quelqu'un où je comprends leur situation. Puis je ferais le parallèle, tu sais, ça peut être un vendeur qui laisse des messages ou quelqu'un qui t'écrit sur LinkedIn. Tu sais, maintenant, pour moi, ce serait ça j'ai- l'évolution Ouais, j'avoue. moderne de se faire solliciter sans avoir, tu sais. Puis les chances que je retourne sont très faibles, mais si je sens que c'est pas un message copié-collé. Tu sais, si j'ai l'impression... De un, tu sais, quand tu m'appelles et tu as un casque d'écoute acheté chez Fisher-Price puis que j'entends rien de ton son, je réponds même pas. Mais mettons un message LinkedIn. « Salut Étienne, j'ai vu ton background en santé, en technologie, j'aimerais ça te parler pour X, Y, Z. » Les chances que je réponde sont plus que 80 dans ce temps-là, mais c'est moins de 1 des messages que je reçois. Mais même si t'en as pas besoin, là. Même si j'en ai pas besoin. OK. Ben, Parce que moi, j'ai comme mot dire de comment t'es rendu à moi. Comment tu sais, qui t'a parlé de moi, puis comment t'es venu à m'écrire. Ça, c'est pour ça que je fais pas de publicité, nécessairement que j'investis. Je fais pas des posts comme venez m'envoyer votre pitch deck, je veux investir. Mais si les gens m'écrivent de manière personnalisée pour me dire je veux te parler, je veux avoir ton opinion, je veux te proposer quelque chose, OK, là, c'est qu'il a fait le chemin pour se rendre jusqu'à moi. Là, je suis curieux. Marc-Claude? Moi, la seule manière que ça marche, parce qu'effectivement, des fois, j'en reçois vraiment plus souvent des appels. Puis là,
t'entends comme finalement le centre d'appel en arrière avec tout le bruit qui buzz. Là, c'est plat dans ce temps-là. En plus, je dis même pas bonjour, je raccroche tout de suite. Fait que... Mais je pense que comme j'ai déjà répondu, puis j'ai déjà pris un rendez-vous là, quand même. Là. Quand quelqu'un m'arrive puis il me dit t'as clairement un problème là-dessus. Puis il a raison, j'ai un problème là-dessus. Fait qu'il a été capable de trouver mon problème, puis il m'arrive, il va pas me dire qu'il y a un deal. Il va me dire t'as un problème et j'ai la solution. Je vais dire ah, OK, je vais t'écouter. Ça marche. Mais Marie-Claude, j'avais regardé ton site web et je pense que je peux t'aider avec ton SEO. Rapidement, on va prendre rendez-vous. Je regarde ton site web, t'as un problème. On va passer maintenant à notre CA. On va parler de la semaine de 4 jours. Parce qu'il y avait, à une certaine époque, je me souviens, là, la publicité, les médias, on faisait rêver les travailleurs en disant vous allez prendre votre retraite à 55 ans. Puis là, on le sait, Dieu merci, il n'y a pas personne qui prend sa retraite à 55 ans, à part de s'appeler Étienne Crevier. Mais on peut pas dire c'est ça que ça s'est matérialisé. Donc, le plus récent concept qui fait un petit peu référence à ça, c'est la semaine de 4 jours. Il y a des entreprises qui tentent de l'implanter dans un horaire. Je ne sais pas si c'est productif, je ne sais pas si c'est réaliste d'avoir une semaine de 4 jours. J'avais envie de vous entendre. Pour vous, est-ce que vous aimeriez ça, avoir ça au sein de votre entreprise? C'est tough, pour vrai, parce que, petite tranche d'histoire, en faisant la recherche, il y a 95 ans aujourd'hui, là, c'est Henry Ford, qui était le fondateur de Ford Motor Company, qui a révolutionné le monde du travail parce qu'il a introduit la semaine de 40 heures. La semaine de 40 heures, ça fait 95 ans que ça existe, 5 jours semaine. Avant, c'était une semaine de 6 jours, puis avec des quarts de 8 heures qui étaient faites. Donc, c'était vraiment la norme. Puis, Ford a dit, moi, je prends le rôle de Anchor Company, je prends le rôle d'encre et je change ça. Puis tout le monde a suivi et ça a été vraiment la nouvelle norme. Mais là, ça fait 95 ans. Est-ce que c'était le 20e siècle? Est-ce que c'est vraiment le 21e siècle? Ça serait la semaine de 4 jours. C'est un peu le contrat social de dire avec de l'automatisation, avec plus d'équipements, plus de technologie, on va pouvoir émanciper l'humain du travail et avoir plus de temps libre. Mais là, je pense que ça fait au moins 20 ans qu'on peut dire qu'on n'est pas plus émancipé. Au contraire, on est plus connecté. Fait que là, ça mène la grosse question de on devrait-tu faire clasher, on devrait-tu couper le cordon ombilical? Puis je pense que moi, personnellement, je serais incapable de l'appliquer demain matin dans mon entreprise. Dans mes entreprises, c'est impossible. Je suis le pire ambassadeur pour la semaine de 4 jours. Noah? Et je sais, si je sondais tous les employés dans mon entreprise, tout le monde dirait que oui, j'aime l'idée d'avoir une semaine de 4 jours. Mais c'est dur à négocier. Une semaine de 4 jours, ça veut dire quoi? Tout le monde va prendre congé les vendredis ou lundis, ou est-ce que tout le monde peut choisir leur journée dans la semaine? Il y a des vraies conséquences sur les opérations de l'entreprise. Oui, il y a plusieurs études qui démontrent qu'il y a une augmentation de productivité. Est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas. Mais à la fin de la journée, je ne pense pas que les employés sont en train de rechercher à avoir un week-end plus long ou avoir une journée de libre supplémentaire. On veut avoir un peu plus de flexibilité dans notre vie quotidienne. On veut vraiment être capable d'aller chercher les enfants à la garderie à 15 heures et si c'est possible de reprendre notre travail plus tard dans la journée. Et c'est vrai que la technologie est peut-être en train de nous rendre des esclaves à la technologie, mais ça ouvre aussi des opportunités. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être devant mon bureau au travail dans un bâtiment spécifique. Alors, est-ce qu'on nous sommes en train de juste dire, OK, alors réorganise ta journée en 4 et 3 au lieu de 5 et 2? Est-ce que ça donne l'impression d'avoir plus de liberté ou est-ce que juste un autre encadrement de ce qu'on avait avant? Honnêtement, je ne sais pas. C'est drôle, j'ai l'impression que tout le monde va avoir un horaire de travailleur autonome en étant salarié. Ouais, c'est les foutus millennials, Carlis. Voilà. Marie-Claude, qu'est-ce que tu en penses? Bien, nous, chez nous, on est un peu sur l'horaire de 4 jours, mais on ne s'est pas nommé. C'est pas dit chez nous, on travaille 4 jours. C'est on veut de la flexibilité, puis ça l'a donné que c'est tombé en semaine de 4 jours parce que c'est ce qui a donné le mieux à tout le monde. Mais c'est-tu la même journée tout le monde? Oui et non. Oui. Ben c'est oui ou c'est non? Parce que... Ben, oui et non, étant donné qu'il y a tout le temps quand même quelqu'un, genre moi, okay, qui va assurer l'autre journée. Et sinon, non, on va changer du lundi au vendredi pour faire quand même des longs week-ends. Il y en a, ça fonctionne bien comme ça. Mais c'est parti on a besoin de flexibilité. Puis au début, j'étais comme, oh mon Dieu, mais comment on va faire? Puis non, je vais faire le même nombre d'heures.
Fait qu'on fait les heures, ils font les heures en 4 jours, puis je vois une augmentation de productivité parce que c'est comme si t'as moins de temps de niaiser. Fait qu'il faut que ça opère si tu veux être capable de te rendre, parce que quand tu te responsabilises du travail que tu as à faire, puis que tu vois que tu vas quitter, puis que tu as encore un shitload de choses à faire, je m'excuse, sur ton bureau, les gens, quand tu es impliqué dans l'entreprise, ils laissent pas là. Mais tu sais, ça, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous, là. Mais je remets en question tu sais, quand moi, j'ai vu ça sortir au mois d'avril l'année passée, là, c'est comme, bon, OK, semaine de 4 jours, puis c'est devenu un nouveau trend. Je vais en conférence, on me parle de semaine de 4 jours, puis j'ai comme, semaine de 4 jours, moi, je trouve que c'est plus flexibilité. Parce qu'encore là, tu vas imposer quelque chose à tes employés. Pour les entreprises qui offrent du service, je pense, des avocats, des ingénieurs. Bon, je veux dire, à un moment donné, il faut être opérationnel 5 jours semaine. Il faut être capable de répondre à une demande 5 jours. Tu peux pas dire, je suis fermé, arrangez-vous pour venir nous voir 4 jours semaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Gérer les urgences aussi, là. Et pour un entrepreneur, moi, j'étais en train de prendre mes vacances il y a quelques semaines. J'ai eu un appel d'une cliente qui disait « Hey, je veux absolument vous parler aujourd'hui. » La réponse est oui. Je prends l'appel même pendant mes vacances. Alors oui, ça, c'est l'autre élément que je pense Marie-Claude a bien abordé, l'impact sur l'employeur. Elle ne peut pas, elle, ni moi, ni Étienne, peut juste décider de ne pas travailler 5-6 jours sur 6 ou sur 7. On va travailler quand le travail est nécessaire. On va être présent quand les clients nous appellent. Et en plus, avec tout ça, on doit commencer à gérer toute cette journée off, journée on de tous nos employés. C'est une vraie casse-tête. Comment est-ce que tu peux vraiment planifier une semaine quand il y a une personne qui dit « Moi, je ne veux pas être là mardi », une personne qui dit « Je ne veux pas être là mercredi », et ça change à chaque semaine. Mais ça, en même temps, quand, par exemple, je viens de dire flexibilité, mais on voit des entreprises qui l'implantent la semaine de 4 jours, bien, ils ont un plan. Justement, Dominique Gagnon là, de Connect & Go qui dit « Hey, je m'en vais en semaine de 4 jours. » Qui est notre invité à la prochaine épisode, d'ailleurs. Prochain épisode. Puis il prend dans un mot, mais il a fait affaire avec Boîte-Pack qui l'a aidé. Il a fait affaire avec une entreprise qui l'a aidé à faire cette planification-là. Ça s'est pas fait en claquant des doigts. Là. Il y a une planif. Puis tu demandes aussi à tes employés qu'est-ce qu'ils en pensent puis comment tu vas l'intégrer. Je pense pas que c'est comme une recette miracle, mais je pense que quand tu le fais bien, ça peut bien fonctionner mais aussi. Justement, Boîte-Pack, Catherine Galvani, qui est la présidente qui aide les entreprises à être B Corp, fait ce genre de démarche avec les entreprises. Puis ce que j'aime de son approche, c'est qu'elle dit c'est impossible qu'on est productif 5 jours, 40 heures sur... C'est 40 heures sur 40, là, 5 jours par semaine. Il y a des downtime, puis on a des meetings inutiles, puis on a souvent des courriels que c'est comme on perd notre temps. Moi, j'avais eu une formation, je crois que c'est de sa boîte, qui disait imagine quand tu reçois un courriel, puis que là, tu le lis, puis tu le laisses dans ta boîte de réception, puis tu le classes pas. La deuxième fois, quand tu vas y retourner, tu vas le relire une deuxième fois pour savoir quoi faire. Fait que si tu n'as pas classé ton courriel la première fois, imagine sur une année le temps que tu as perdu à juste gérer 2 fois des courriels. Puis ça, c'est du temps perdu. La semaine de 4 jours peut être cet incentive-là à dire faut couper dans le gras. Pour des employés, pensez-vous que c'est un facteur important pour être capable d'aller chercher une bonne main-d'œuvre? Est-ce que c'est vendeur quand on est employeur pour un employé? Chez H, depuis longtemps, on propose une flexibilité absolue. Nous ne comptons jamais les heures dans une semaine. On a juste des objectifs hebdomadaires. Il faut livrer tous tes livrables d'ici 7 jours. Et ça recommence la semaine prochaine. Après ça, organisez-vous. Et c'est pour ça que je trouve que juste cette idée de 4 jours a beaucoup de... honnêtement, je pense que c'est une idée qui porte beaucoup de valeur. Je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices pour les employés, plus de flexibilité, on peut s'organiser autrement notre semaine, mais la vie continue. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire, vous me devez 32 heures en 7 jours, organisez-vous autour de ça. Et là, ça propose une vraie flexibilité. Les gens peuvent décider de prendre 1 jour au complet congé. Ça a du sens pour des industries comme le jeu vidéo, comme des programmeurs, où est-ce qu'ils ont un nombre d'heures à être concentrés. Moi, ce qui me fascine, c'est comment les entreprises de services, même en immobilier, j'ai un tuyau qui pète, là. Comme, oh non, écoute, j'ai atteint mon 32 heures cette semaine, là, fait que le tuyau, il va attendre à lundi prochain. Mais c'est ça, le marché libre. Quelqu'un va lever la main et dire, moi, je suis disponible. Et si on peut faire l'appel... Tu as raison. Et si on peut faire l'appel à ces gens à travers différentes technologies, ça facilite les choses, mais il va toujours avoir cette occasion. Demande il y a quelqu'un qui va dire, moi, je prends en faire un petit peu plus.
Même si j'ai fini mon 32 heures, mais je vais en faire une couple d'heures. Ou des gens qui vont juste réaliser il y a un grand pourcentage des gens qui ne travaillent pas les vendredis. Alors moi, je travaille que les vendredis. Patagonia, qui ont adopté la semaine de 4 jours, tous leurs sous-traitants ont adopté la semaine de 4 jours aussi. Parce que si ton plus gros client, qui est 80 de ta business, est fermé le vendredi, ça te donne quoi, toi, d'être ouvert le vendredi? De peut-être faire du biz-dev, mais tu n'as pas besoin de tout le monde sur le plancher. Donc, c'est des entreprises ancres qui viennent influencer toutes les plus petites PME. Je pense que le gouvernement du Québec a ce pouvoir-là de venir faire cette influence-là. Donc, ça vient changer les règles du jeu. Ford le fait il y a 95 ans, mais la semaine de 4 jours va devoir passer par les géants. Puis les géants vont vraiment être confrontés à la pénurie de main-d'œuvre et au recrutement. Donc, j'ai hâte de voir, mais ça va prendre des KPMG, ça va prendre des Deloitte, ça va prendre des gouvernements du Québec, des Lightspeed, des Cirques du Soleil. Je pense pas que la PME, qui n'a pas assez de full-time equivalent, va pouvoir transitionner, elle, à la semaine de 4 jours simplement. C'est pas notre responsabilité en tant qu'entrepreneur de PME d'influencer le next trend. Mais j'aimerais que vous posiez la question à Dominique Gagnon. Si Disney lui appelle un vendredi et dit « Garde, j'ai besoin de 200 000 unités pour lundi », est-ce qu'il appelle tout le monde pour rentrer ou est-ce qu'il juste dit « Ben, je réponds pas à cette courriel le vendredi parce que c'est le congé pour tout le monde ». On va garder la question. On va la poser pour le prochain épisode. Et moi, je pense qu'on devrait regarder un peu cette tendance-là. On va peut-être pouvoir y revenir au cours de la saison. Ça va être très intéressant. Alors, merci, c'est déjà tout. Merci à notre invité, François-Pierre Chevalier. Et moi, je veux vous remercier personnellement pour, merci, Kat. Pour nos auditeurs, Marie-Claude, Noah, Étienne. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode des Dérangeants. Merci. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!